Napoléon le Pion a dissous l'Assemblée nationale. Oh le gamin, ça t'en va là, oui. Ben, ça t'en un coup d'état. Goupy, voilà agir, c'est pas possible. C'est ça. Il faut protester, se rassembler. Rédigeons une proclamation. Rendons-nous au journal. Pas de phrase, 10 lignes, juste un appel aux armes. Nous sommes la loi Passe-Nabo de Napoléon. Écrivez. Au peuple, Louis-Napoléon Bonaparte est un traître. Il a violé la Constitution. Il s'est parjuré. Il est hors la loi. Il a violé la Constitution. Il faut quelque chose de court. Et surtout citer l'article 110 et 68. L'Assemblée constituante confie la présente Constitution à la garde de tous les Français. Oui, que le peuple très bien. fasse son devoir. Défendre la Constitution. Vive la République. Aux Vive la armes. République. Allez, occupons-nous de trouver une imprimerie et affichons sur tous les murs de Mayenne. C'est ça. Qu'on s'appelle. Allons-nous-en à la mairie pour décider de la riposte à donner. Au XIXe siècle, des progrès scientifiques et techniques se réalisent dans tous les domaines, mais ne profitent pas à tous. La bourgeoisie n'a qu'une préoccupation, s'enrichir, s'engraisser, par tous les moyens jusqu'à une perte de confiance des crédits entraînant les faillites, le ralentissement de la construction ferroviaire, le chômage, une crise sociale. Dans les usines, la classe ouvrière prend conscience de son émergence et de sa force. Le fossé se creuse entre les classes laborieuses qui s'appauvrissent et les notables qui s'enrichissent toujours davantage. Le peuple souffre, il réclame la République, la liberté et le suffrage universel. Dans la capitale, des barricades se dressent. À Lyon, les canuts se révoltent. C'est dans ce climat révolutionnaire que grandit Léon Goupy, né à Mayenne le 18 janvier 1827. Son père, Victor Goupy, hôtelier, capitaine de la garde nationale, fervent libre penseur, prône le progrès social et l'émancipation du citoyen. Les 4 enfants de la famille Goupy seront élevés dans l'esprit des Lumières et la nécessité de connaître le monde dans lequel ils vivent, de faire appel à la raison plutôt qu'à l'obscurantisme et à l'autorité. Adolescent, Léon Goupy étudie l'horlogerie. Il suit les événements au jour le jour à travers les journaux paraissant dans la région, en particulier le Bonhomme Manceau. Il a alors 21 ans. Il suit l'abdication de Louis-Philippe d'Orléans, entraînant la fin définitive de la monarchie. Le 24 février 1848, la Deuxième République est proclamée. Léon Goupy prend aussitôt position pour les républicains radicaux, acteurs résolus de cette jeune république sociale et laïque. Il devient un vrai 48ard, convaincu que les idées socialistes naissantes vont améliorer le sort des ouvriers. Pour calmer la population au plus vite, le gouvernement provisoire met en place des mesures sociales, création des ateliers nationaux, abolition de la peine de mort en matière politique, abolition définitive de l'esclavage dans les colonies françaises. L'élection de l'Assemblée constituante de mai 1848 donne la majorité aux républicains modérés, avec 68% des voix. Ils sont appelés aussi républicains du lendemain parce qu'opportunistes, en contraste avec les républicains radicaux. Léon Goupy s'inquiète des nostalgiques de l'ordre, des bonnes mœurs, de la sécurité qui viennent de fonder le Parti de l'ordre au slogan explicite « Religion, famille, propriété », surtout obsédé par la peur des rouges. S'y regroupent les monarchistes, les bonapartistes, mais aussi quelques républicains modérés.
Ces différentes tendances entraînent des querelles à l'Assemblée, ce qui marquera la Deuxième République et la vie de Léon Goupy. Les 24, 25 et 26 juin, face à une révolte parisienne, le général Cavaignac mène une lutte acharnée contre les émeutiers. 3000 à 5000 morts. Léon Goupy ne comprend pas que les républicains modérés se compromettent à participer dans un tel gouvernement, dirigé par ce général nouvellement président du Conseil et composé de conservateurs, de partisans de l'ordre qui s'empressent d'éliminer toute opposition. Le destin de la République est confié aux opposants de la République. Le journal Le Bonhomme Manceau du 19 octobre 1849 reflète la pensée de Léon Goupy. Il y a l'homme sans conviction qui peut se déguiser sous les costumes, se vendre à tous les pouvoirs et servir tous les régimes, et l'homme qui a des principes qui ne peut s'en dépouiller. Si la Deuxième République est proclamée en février 1848, elle ne se dote d'une constitution que le 4 novembre. Cette constitution érige comme principe la liberté, l'égalité et la fraternité. Son article 68 interdit au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale sous peine de commettre un crime de haute trahison et d'être déchu de ses fonctions. Les citoyens sont alors tenus de lui refuser obéissance. L'article 110 stipule que la Constitution est sous la garde du patriotisme de tous les Français. Le 4 novembre 1848, la Constitution est adoptée par 733 voix contre 42. Cette Constitution de 1848 aura une importance considérable dans la vie politique du pays et tout particulièrement pour Léon Goupy. Le 2 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République à 74% des voix. Son succès, il le doit avant tout au fait qu'il se nomme Napoléon et qu'il peut se présenter comme héritier de l'empereur. Il prétend mettre en place une politique nouvelle, celle du juste milieu, ni monarchiste, ni républicaine. Pour exercer ses pouvoirs exécutifs, il nomme le 20 décembre 1848 Odilon Barrot, orléaniste, à la tête du gouvernement et du ministère de la Justice. Aucun républicain n'est membre du gouvernement. Les avancées sociales acquises par l'Assemblée constituante sont abolies. Il restreint la liberté de la presse et interdit les clubs politiques. Il prive 30% des électeurs au suffrage universel. Par la loi Fallou, l'Église catholique contrôle l'organisation et le contenu de l'enseignement public. Si des décisions comme l'interdiction du travail le dimanche, la création des sociétés de secours sont prises, d'autres permettent sans délai l'enrichissement de nouveaux banquiers comme Jacques Laffitte, Casimir Perier, les frères Pereire. À Paris, au prétexte d'assainissement, l'urbanisation autoritaire du baron Haussmann profite à la finance et refoule les travailleurs à l'est et au nord de Paris, dans les arrondissements sous-équipés. En province, la surveillance du préfet suffit généralement à neutraliser les opposants. Un an avant la fin de son mandat, Louis-Napoléon Bonaparte tente de trouver une majorité politique pour modifier la loi électorale à son avantage, puisque l'article 45 de la Constitution fixe le mandat du président de la République à 4 ans, sans succès. Touché dans sa grandeur, son autorité, Louis-Napoléon Bonaparte décrète le 2 décembre 1851 la dissolution de l'Assemblée nationale et du Conseil d'État. Ce coup d'État est rondement mené. Le duc de Morny, demi-frère de Louis-Napoléon Bonaparte, organisateur du coup d'État, enjoint les préfets d'arrêter et de fusiller sur le champ les citoyens défendant la Constitution. La réaction est plus forte en province qu'à Paris. Ainsi, 5000 hommes engagés avec 117 pièces d'artillerie, rejoints par 30 000
soldats de la garnison, occupent la rue, l'Assemblée nationale, les imprimeries. Les réunions publiques sont interdites, les clubs politiques fermés. Nous apprenons que des républicains sont parvenus à rédiger une déclaration qu'ils désignent « Appel des 22 membres de la gauche », invitant les citoyens à prendre les armes. Jules Favre, Victor Hugo, Eugène Sue, Emmanuel Arago sont signataires. Je vous lis cet appel. Au peuple, Louis-Napoléon Bonaparte est un traître. Il a violé la Constitution, il s'est parjuré, il est hors la loi. Les représentants républicains rappellent au peuple et à l'armée l'article 68 et l'article 110 ainsi conçus. L'Assemblée constituante confie la présente Constitution et les droits qu'elle consacre à la garde et au patriotisme de tous les Français. Le peuple, désormais et à jamais en possession du suffrage universel et qui n'a besoin d'aucun prince pour la lui rendre, sera châtié le rebelle. Que le peuple fasse son devoir, les représentants républicains marchent à sa tête. Vive la République aux armes. Suite de l'actualité. À Mayenne, au lendemain du coup d'État, le préfet fait afficher sur les murs la proclamation de dissolution de l'Assemblée nationale. Léon Goupy n'accepte pas la violation de la Constitution et fait savoir aux Mayennais que le devoir de chacun est de rester fidèle à la République et de refuser obéissance au président. Réunis au café de l'Union, avec les citoyens Stanislas Bachelot et Pierre Descrets, il prend l'initiative de créer une commission d'urgence. Il appose une affiche sur laquelle il déclare Louis-Napoléon Bonaparte hors la loi et appelle les citoyens à l'insurrection, à prendre les armes. Léon Goupy agit en conformité avec ses idées républicaines, quelles qu'en soient les conséquences. Les concitoyens chargent Léon Goupy de rencontrer l'administration municipale de Mayenne pour déterminer l'opposition à mener. À la sortie du bureau du maire, une douzaine de fonctionnaires de police procèdent à son arrestation. Sachez que je défends la République. Seul gouvernement légal, j'appelle au respect de la Constitution, qui est la base, la garantie de l'ordre social en France. Comment un magistrat honnête, intègre comme vous, peut trouver en sa conscience un motif suffisant pour lancer un mandat d'amener contre moi? Le coup d'État est une mesure extra-légale. Vous ne pouvez m'arrêter. J'obéis aux ordres du préfet, je vous arrête. Comment? Sans la certitude de la réussite des gredins qui se sont emparés du pouvoir par surprise. Vous engagez votre propre responsabilité et vous rendez coupable d'un acte d'autorité commis sans légitimité, pire, de complaisance d'insurrection. Le 5 décembre 1851, Léon Goupy est arrêté avec d'autres insurgés. Dans les rues de Mayenne, les ouvriers s'insurgent et crient « Résistez, résistez, le gredin sera à Vincennes demain !» Hélas, le lendemain, il ne crie plus que « Espérons que la justice du prince-président sera clémente et douce ». Léon Goupy est incarcéré au château de Mayenne, puis transféré à la prison de Laval avec 23 autres prisonniers politiques. Les arrestations perdurent et deviennent si nombreuses que des commissions mixtes départementales sont créées dès le 2 février 1852 pour désengorger les tribunaux. Ces commissions font coopérer les autorités judiciaires, administratives et militaires. Elles décident sur dossier, sans possibilité pour l'inculpé de comparaître, de se défendre. Il n'est plus nécessaire de matérialiser les faits pour condamner. Pour Léon Goupy, ces commissions mixtes sont une monstruosité. Sans juger, elles condamnent les défenseurs de la Constitution à des emprisonnements ou à la transportation en Nouvelle-Calédonie, en Algérie ou en Guyane. Ces instances embarrassent néanmoins les magistrats formés à la séparation des pouvoirs et certains ne se sentent pas légitimes à condamner ceux qui n'ont commis aucun acte répréhensible ni de fixer la durée de la peine. Plus de 20 000 citoyens coupables d'avoir fait preuve de leur attachement à la Constitution passeront en commission mixte. C'est l'apogée de la répression. Le 7 avril 1852, la commission mixte départementale de Mayenne reproche à Léon Goupy
d'avoir apposé en plein jour, sur les murs de la ville, une proclamation des républicains montagnards dans laquelle le prince-président ait mis hors la loi les citoyens appelés à l'insurrection, d'avoir écrit une lettre contre l'ordre des choses. Également, d'être un homme exalté, violent, propagandiste habile. Pour Léon Goupy, ses procureurs, criminels envers la République, violeurs de la Constitution, devenaient des accusateurs. Et les défendeurs de la Constitution, des accusés. Ces commissions mixtes condamnent Léon Goupy et ses 6 amis à transportation à Lambessa, en Algérie, avec la mention « Algérie signe plus, résidence forcée » au motif d'être des individus dangereux et indésirables. Sur le territoire national, ce sont 3889 citoyens condamnés sans jugement à la transportation en Algérie plus. Eugène Rouher, ministre de la Justice, républicain du lendemain, reconnaît qu'il a transporté les insurgés en Algérie sans jugement, mais uniquement, selon lui, dans leur intérêt pour les protéger. Devant de telles allégations, Léon Goupy fait savoir qu'il était prêt à être jugé pourvu que les débats soient publics et la défense libre. Eugène Rouher sera un pilier de l'empire autoritaire. Léon Goupy est transporté par fourgon cellulaire jusqu'à Brest, où il y arrive le 13 mai. Il reste détenu à bord du vaisseau du Guesclin, transformé en dépôt de forçat. Le 22 mai, Léon Goupy embarque sur le Mogador, frégate à vapeur pour l'Algérie avec 490 autres prisonniers. Léon Goupy débarque en Algérie le 28 mai 1852. Il est interné au pénitencier de Lambessa, puis à celui de Bir Khadem. Dans le cadre de la colonisation militaire, les transportés sont employés à des travaux de terrassement et de construction aux alentours du camp, en contact avec les indigènes comme on les appelait. Léon Goupy, refusant de s'y soumettre, est régulièrement conduit au cachot, ainsi que d'autres récalcitrants. Peur d'une contagion, le lieutenant isole les insoumis en s'écriant « Qu'on les foute avec Goupy !» Le 4 août, un fait divers va compter pour les Algérois et aura des conséquences sur l'avenir de Léon Goupy. À l'annonce d'un feu de taillis menaçant plusieurs fermes, Léon Goupy et ses 200 camarades parviennent à obtenir l'autorisation de sortir de prison et à porter secours aux habitants voisins. C'est par une chaleur torride qu'ils marchent à travers bruyères et taillis sur 5 km. Pendant plus de 2 heures, la lutte contre les flammes se fit au corps à corps, en attaquant le feu avec de grandes branches et en piétinant dessus jusqu'à l'extension complète. Les notables français des villes de Bir Khadem, Kouba et Saoula proposent à Léon Goupy de sélectionner les prisonniers les plus dévoués pour les gracier. Léon Goupy ne l'entend pas ainsi. Fidèle à la République, à sa conscience, il déclare qu'il n'est prêt à la liberté qu'à la condition qu'elle soit partagée avec l'ensemble de ses camarades. Il restera incarcéré. Cet esprit de justice et ce goût de l'action éveillent chez les colonisés l'esprit d'émancipation et d'espérance après celui de résistance dont ils ont fait preuve face aux actions du maréchal Bugeaud, telles les razzias, les incendies, les viols, les tueries, les enfumades. Le journal algérien Akhbar mentionne dans son édition du 4 août 1859 « Chassés de la mère patrie, les démocrates ont apporté en Algérie le foyer de leurs théories et de leurs agitations permanentes. » Quelques jours après, Léon Goupy quitte le camp de Bir Khadem pour celui de Douéra. Ce camp est un centre d'hébergement provisoire de tri des hommes. Il peut héberger jusqu'à 500 transportés. La surveillance et l'orientation sont confiées au lieutenant l'aumônier, continuellement ivre et traitant les malheureux transportés avec une brutalité particulière envers les prisonniers politiques. Pour un rien, le cachot. Les mesures de grâce interviennent principalement fin 1852. Nous nous rendons à Narbonne,
où une femme a écrit au général Espinasse, chargé d'accorder les grâces pour implorer le retour de son mari, transporté en Algérie pour s'être opposé au coup d'État. Monsieur le commissaire, sans doute mon époux est coupable. Les mœurs douces de mon malheureux époux et son attachement pour notre sainte religion sont un sûr garant de la droiture de son cœur et prouvent suffisamment qu'il ne saurait être un homme dangereux. Monsieur le commissaire, que votre âme généreuse daigne prendre en considération son repenti sincère d'un entraînement passager dû à de fatales influences. Vous ne serez pas insensible aux larmes d'une épouse, d'une pauvre mère. Justement, nous avons en ligne le général Espinasse. Je suis chargé de recevoir les demandes en grâce des malheureux qui avaient été trompés et abandonnés par des ambitieux qui voulaient être députés, préfets, sous-préfets et qui ont su se tirer d'affaire. Vous oubliez ceux qui voulaient être généraux, monsieur le général. Bon, que cette femme fasse la demande de grâce. L'empereur sera touché du repenti de son mari et lui pardonnera. Pour obtenir leur grâce, la plupart des insurgés se soumettent envers leurs bourreaux. L'un écrit « Je romps formellement tous mes engagements avec le passé. J'adhère au gouvernement et je promets d'être un homme de soumission. » Un autre « Je vous jure, monseigneur, que pendant le temps que j'ai eu le malheur de m'occuper de politique, je n'ai jamais eu l'idée de faire quoi que ce soit qui ait pu troubler l'ordre. » Cette soumission cause une grande peine à Léon Goupy, qui exprime son indignation envers les républicains qui se sont abaissés à demander grâce à Napoléon III plutôt qu'à se dresser contre lui. Par décision du 5 janvier 1853, Léon Goupy et ses camarades sont libérés. Quand Léon Goupy évoquera le bagne de Douéra, il aura à cœur de raconter une bien triste histoire. Deux citoyens de la Nièvre, le père et le fils, étaient avec nous. Le père pouvait avoir 55 ans, le fils 23 à 30 ans. L'amour du père pour son fils dépassait les bornes possibles. Il ne pouvait vivre sans le voir. Il ne le quittait pas d'un pas, à ce point que le pauvre fils lui disait « Laisse-moi un peu vivre avec les autres, tu sais bien que je ne te quitterai pas. » Le père tomba malade, on l'envoya à l'hospice de Douéra. Il fallut que le fils, qui était très faible, se fit porter malade pour l'accompagner. Ce fait se produisit 2 fois. La 3e fois, ce fut le fils qui tomba malade. Le père l'accompagna. Hélas, ils y moururent tous deux, à 2 jours de distance. 8 jours après, on fit à l'ordre l'appel de ceux qui étaient graciés. Ils étaient du nombre. En entendant leur nom, quelqu'un répondit « Il y a 8 jours qu'ils sont graciés !» Revenu à Mayenne, après 9 mois d'incarcération en Algérie, Léon Goupy continue de faire son devoir, celui de défendre les valeurs humanistes, quelles qu'en soient les difficultés, les conséquences. Dans son livre, dédié à ses enfants, Léon Goupy conclut « Dans la prospérité comme dans l'adversité, rappelez-vous sans cesse ce beau précepte, fais ce que doit, advienne que pourra. » Pendant quelque temps, Léon Goupy ne se fait guère remarquer. Néanmoins, il y reconstitue un noyau socialiste chez un avocat, maître Marin-Aubry. Il est enthousiasmé par l'œuvre de Victor Hugo, Les Châtiments, qui dénonce les coups d'État des Bonaparte. Il participe activement à sa diffusion clandestine. Alors, la préfecture le surveille et dresse un premier procès-verbal en octobre 1853, rédigé ainsi. Goupy organise une cérémonie pour les obsèques d'un certain Martin, qui se fait enterrer avec un bonnet rouge, et profite de la cherté des grains pour faire de l'agitation chaque lundi au marché. Le maire de Mayenne, Noël de la Touche, qui supporte déjà difficilement 2 de ses conseillers républicains, clame son indignation. Ne serait-ce pas temps de savoir comment cet homme dangereux nous a été renvoyé, et sous quelle protection il se repose pour agir ainsi à visage découvert ? À la demande du préfet, Léon Goupy est condamné le 4 novembre 1853 à un internement en Charente-Inférieure. Prévenu qu'un ordre de l'arrêté est donné, Léon Goupy s'enfuit à temps. Grâce à l'obligeance d'un pêcheur, Léon Goupy débarque à Jersey où il rencontre Victor Hugo et de nombreux proscrits avec lesquels il s'était lié d'amitié par le passé.
il y retrouve l'un de ses compagnons de déportation, Alexandre Douar, 48ard de tendance socialiste qu'il avait rencontré en Algérie, dans le camp de Douéra. Il y croise aussi le journaliste Charles Riberol, avec qui il collabore dans le journal L'Homme, diffusé dans toute l'Europe. Durant cet exil, Léon Goupy publie le récit de son arrestation, Coup d'État dans la Mayenne, et un autre intitulé La transportation en Afrique. C'est sa première expérience littéraire. Dans la vie courante, il monte un atelier d'horlogerie. La boutique est pauvre, la clientèle rare. Le 26 décembre 1854, à Saint-Hélier, à Jersey, il se marie avec Sophie Renou, jeune malouine de 22 ans. À cette occasion, il reçoit la visite de 2 de ses frères, dont Edmond Goupy, qui sera élu à la Commune de Paris. La Gazette des tribunaux révèle que le 19 novembre 1855, l'officier de police de Saint-Hélier demande tous les renseignements sur les réfugiés Léon Goupy, Eugène Alavoine et Jules Alix, considérés comme les plus dangereux par leurs antécédents et la violence de leurs opinions politiques. Léon Goupy expédie à son frère Auguste, imprimeur à Mayenne, des malles remplis de pamphlets démagogiques par l'intermédiaire de sa femme. Vers 1855, il exprime sa protestation envers Napoléon III au sein de la franc-maçonnerie, aux loges de Saint-Hélier, la Césarée, et les Amis de l'Avenir. Puis, il s'affilie à la loge maçonnique, la Constance de Mayenne, particulièrement turbulente et anticléricale, devenue par la suite le Ralliement dont il est frère orateur. Après 6 ans d'exil, il reviendra définitivement à Mayenne, après l'amnistie du 15 août 1859, avec sa jeune femme, ses 2 enfants et un orphelin de 3 ans qu'il avait adopté à la suite du décès d'un proscrit. Il s'installe à Mayenne, où il exerce comme commissionnaire en vin, c'est-à-dire chargé de mettre en relation les vignerons avec les négociants. À l'occasion des élections législatives de 1863, le sous-préfet redoute une manœuvre de Léon Goupy et dresse ce procès-verbal. L'arrondissement renferme un noyau d'hommes hostiles et de désordre, dirigés par des chefs fanatiques qui ne sont pas sans influence sur la classe ouvrière. C'est en 1869 que Léon Goupy fait sa rentrée militante en s'investissant dans le lancement d'un journal, Le Libéral de la Mayenne, qui ne rencontrera pas ses lecteurs. Il publie, en feuilleton, dans le Courrier de la Sarthe, de l'Orne et de la Mayenne, son récit « Le coup d'État dans la Mayenne ». Le 8 mai 1870, Napoléon III soumet à plébiscite sa politique libérale et demande aussi la ratification du Senatus Consulte, un acte qui permet au Sénat de modifier seul la Constitution. Le but est de satisfaire les conservateurs de province et de stopper l'opposition républicaine. L'effet principal de ce plébiscite est de diviser les républicains. Les modérés font campagne pour le oui. Plaidant contre l'Empire, Léon Goupy publie à Argentan cet article. Pour des élections libres, la commune libre, la presse libre, pour l'abolition des octrois, l'abolition de la conscription, l'indépendance de la justice, pour l'instruction gratuite et obligatoire, l'Église hors de l'État, la diminution et la répartition équitable des impôts, et surtout pour la disparition des causes de chômage et de leurs conséquences désastreuses. Jetez dans l'urne un bulletin non, un bulletin blanc ou abstenez-vous, en attendant avec calme et confiance le gouvernement loyal du pays par le pays, c'est-à-dire la République. Napoléon III recueille 83% des suffrages. Soucieux d'asseoir l'Empire en Europe, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse en août 1870. L'armée, mal préparée et commandée par des généraux fatigués, va de défaite en défaite. Napoléon III capitule à Sedan le 4 septembre 1870. À l'annonce de cette destitution,
la Troisième République est proclamée sur le balcon de l'Hôtel de Ville de Paris. Au gouvernement nouvellement élu, avec à sa tête le général Trochu, les républicains modérés se compromettent une nouvelle fois avec les monarchistes. Ce gouvernement s'engage envers l'ennemi prussien à faire taire toute rébellion et à livrer les armes à la Prusse. Le 26 mars 1871, les Parisiens élisent la Commune de Paris. Sans y participer, Léon Goupy continue sa propagande révolutionnaire à Mayenne, dans les réunions et dans les journaux. À l'occasion des élections de 1881, il reprend sa plume et publie une lettre aux électeurs de la Mayenne. Depuis des années, les républicains modérés n'ont pas encore compris qu'on ne fait pas une république avec les instruments et les lois monarchiques. Que la fameuse formule « une république sans républicains » est une ânerie. La République que nous espérons n'a rien de commun avec le gouvernement que nous subissons et qui, sous l'étiquette républicaine, abrite tous les abus de la monarchie. Méfiez-vous des députés qui, après avoir pris l'engagement de voter d'une façon, ont, sur une menace ministérielle, sur un signe du maître, renié leurs paroles et voté contre leurs convictions. Méfiez-vous de ces bavards qui trouvent toujours juste la cause qui leur rapporte et qui sert leur ambition. Par la loi du 30 juillet 1881, les ex-condamnés à la transportation en Algérie sont reconnus victimes du coup d'État du 2 décembre. 30 ans après la tenue des commissions mixtes, ces proscrits obtiennent justice. En guise de réparation, Léon Goupy bénéficiera d'une indemnité annuelle de 1000 francs. À l'enterrement civil d'Henri Motambeau, libre penseur, Léon Goupy prononce un discours relaté dans le journal L'Avenir. Notre ami Montembeau ne reconnaissait qu'une religion, celle qui unit au lieu de diviser, celle qui laisse à chacun toute sa liberté d'appréciation, en proclamant bien haut la liberté de conscience et en supprimant tout intermédiaire. Il a voulu mourir comme il a vécu. Honneur à sa mémoire. L'exemple qu'il donne aujourd'hui ne sera pas perdu, soyez-en convaincus, car toute action, bonne ou mauvaise, porte ses fruits. Le 18 juin 1882, Léon Goupy, mécontent de la neutralité du journal L'Avenir de la Mayenne, lance son propre journal, Le Petit Mayennais, puis Le Petit Mayennais républicain. Tiré à 100 exemplaires, le journal est de tendance anarcho-radicale. Il a pour devise « Poursuivre le mensonge partout et toujours ». Dans son édition du 9 juillet 1882, Léon Goupy relaie une proposition de loi qui anticipe le droit de désobéir ainsi. L'obéissance n'étant dire qu'aux ordres donnés pour l'exécution des lois ou des règlements militaires, il n'y aura ni crime ni délit lorsque le refus d'obéissance s'appliquera à un ordre dont l'exécution serait un acte qualifié crime par la loi. Dans l'édition du 23 juillet, il se positionne contre le colonialisme qui sert l'intérêt de quelques boursicotiers ou voleurs et donne raison à l'Orient contre la domination européenne. Il y demande également l'élection des magistrats et leur indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Priorité au direct. Nous apprenons que M. Léon Goupy vient d'être condamné par la cour d'assises de Laval à 20 jours de prison et 100 francs d'amende pour diffamation envers le curé archiprêtre Pellier. Ce dernier avait porté plainte contre M. Goupy suite à la parution d'un article dans son journal Le Petit Mayennais des 7 et 14 janvier dernier. Je cite. « Un misérable du nom de Pellier, affublé du titre d'archiprêtre de Mayenne, a commis l'infamie de baptiser mes enfants en mon absence. Ces saltimbanques, en soutannés, méritent une correction publique. Nous leur crachons à la face, haine et mépris. » Suite de l'actualité, nous apprenons la mise en service de l'Orient Express à Paris.
Passé la cinquantaine, Léon Goupy s'active à transmettre les idées humanistes enrichies de ses combats. Il rédige un argumentaire intitulé « La question de l'impôt ». Cet ouvrage traite de la nécessité d'un impôt sur la rente foncière. Il pense que celui qui a un revenu élevé doit supporter une charge fiscale plus lourde. Il y écrit « L'impôt doit être prélevé uniquement sur les économies faites sur le superflu et non sur le nécessaire. » Plus tard, il prononce un discours critiquant la propriété acquise par la bourgeoisie sur le travail des ouvriers. S'il y a des pauvres, des malheureux fatalement condamnés à la misère, c'est parce que la richesse s'accroît au bénéfice de familles privilégiées, protégées injustement par nos lois. C'est toujours le pauvre qui paie. Celui qui consomme sans produire ne paie pas d'impôts. Il faut attendre le 7 juillet 1914 pour que soit votée une loi sur l'impôt individuel progressif. Léon Goupy passe la fin de sa vie à Mayenne. Il y meurt le 5 février 1909 à 82 ans. À ses obsèques, entouré des notables et des militants républicains de Mayenne, ainsi que ses amis membres de la Libre Pensée du Mans et de la Société de l'Union démocratique, M. Soulard prononce un discours relatant sa probité. À cause de ses grandes qualités de cœur, il donnait aux pauvres sans compter. Il fut un ami sûr et dévoué. J'ai toujours éprouvé une grande admiration pour ces hommes qui sacrifient leur intérêt et leur affection les plus chers pour la défense de leurs opinions républicaines. Si la criminelle entreprise du 2 décembre 1851 avait avorté, de grandes fautes politiques commises par les ministres de l'Empire eussent été évitées. La carte de l'Europe n'aurait pas été changée au détriment de notre chère France, et le drapeau tricolore flotterait encore sur les murs de Metz et de Strasbourg. Mon vieil ami, je vous dis adieu. Michel Denis, rédacteur dans le bulletin de la Commission historique et archéologique de Mayenne, écrit « Avec Léon Goupy, disparaît en 1909 l'un des derniers 48 arts. Il est resté toute sa vie un républicain idéaliste, attaché au désir d'une refonte radicale de l'organisation sociale par la conjonction des réformes politiques et du progrès moral. C'est ainsi que, très sensibilisé aux problèmes ouvriers, Léon Goupy déclare, lors de la fête nationale du 14 juillet 1882, « Le peuple, jusqu'à ce jour, s'est toujours laissé prendre aux belles paroles, des exploiteurs diplômés qui oublient le lendemain les engagements de la veille et s'engraissent dans les meubles de ceux qu'ils combattaient à outrance. Pendant combien de temps encore, ouvriers, vous laisserez-vous prendre à ce jeu? Quand comprendrez-vous qu'après avoir fait les affaires de la bourgeoisie qui s'est retournée contre vous, il faut faire les vôtres? Quand comprendrez-vous enfin qu'il faut prendre vos mandataires parmi vous, pour ne pas vous exposer à confier vos intérêts à vos ennemis? Toutes nos revendications sont embastillées et ont pour geôlier implacable l'ignorance de la classe ouvrière, l'entêtement de la bourgeoisie et l'égoïsme, l'aveuglement de nos gouvernants qui trouvent que tout est bien puisqu'ils sont bien.